Il y a un petit ajout qui est en orange, contribution A, parce que j'ai eu une surprise moi-même il y a 2 semaines, de laquelle je vais vous parler durant la présentation. En fait, c'est mon projet de thèse que je dois déposer à la fin juin. Je suis au doctorat en administration et fondement de l'éducation sous la direction de Christine Brabant à l'Université de Montréal. Et je suis également orthopédagogue à côté, dans ma vie parallèle. Et depuis 2015, il y a un Journal of Montessori Research qui est basé à l'Université du Kansas, qui publie des études uniquement sur Montessori. Mais on a des études depuis 20 ans dans une vingtaine de revues scientifiques qui sont publiées à travers le monde. Et au Canada, en fait, il y en a seulement une qui a été publiée, une étude québécoise qui était en gérontologie. Alors, et du côté francophone, j'ai trouvé très peu de textes plus sur les retombées. En fait, je n'ai pas trouvé de textes, c'est seulement anglophone jusqu'à maintenant pour ce qui est des retombées de la pédagogie Montessori. Vous me corrigerez, mes collègues français, si jamais j'ai mal fait mes recherches dans les bases de données, mais c'est ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Donc, l'objectif principal de ma thèse, c'est de contribuer vous voyez dans orange, contribuer au développement d'un ensemble d'instruments permettant d'évaluer la fidélité de l'implantation du volet primaire du curriculum Montessori. Donc, les 2 concepts qui sont soulignés ici, fidélité de l'implantation et curriculum, sont mes concepts de base de mon projet parce que je considère l'approche pédagogique, la méthode, la philosophie. Je considère que Montessori, c'est un curriculum, je vais vous expliquer pourquoi. Et je sais que le curriculum a une acception différente dans le monde anglo-saxon et dans le monde francophone, donc je vais en reparler. Mais les instruments, bref, que j'aspire à contribuer à développer pourraient prendre la forme donc, de questionnaires, de protocoles d'entrevue, de protocoles de groupes de discussion, tant pour les différents acteurs, donc tant direction, enseignants, élèves, ou des protocoles d'observation en classe ou au niveau de l'école. Donc, pour faire ça, la première étape en fidélité de l'implantation, c'est de s'intéresser au curriculum théorique, finalement, à qu'est-ce qui est supposé être fait. Donc, ma question qui guide mon projet, c'est quelles sont les composantes essentielles du volet primaire du curriculum Montessori selon la formation initiale offerte par l'Association Montessori Internationale. L'Association Montessori Internationale a été fondée par Maria Montessori en 1929. Et aujourd'hui, elle reste l'association qui est officielle là, au niveau de la formation des maîtres à travers le monde. Donc, il y en a d'autres qui ont évolué, notamment aux États-Unis, et qui font maintenant, entre guillemets, un peu concurrence parce qu'ils ont des postures beaucoup plus d'adaptation de la pédagogie, de l'approche pédagogique. Donc, fidélité de l'implantation. Donc, la définition, c'est the extent to which an enact program is consistent with the intended program model. Donc, à quel point ce qui est fait correspond à ce qui était prévu. Et c'est un concept qui aujourd'hui est travaillé dans différents domaines. Donc, on le voit tant dans les politiques publiques que dans la gestion, que dans les nouvelles technologies. Et en éducation, avec, disons, l'intention de plusieurs gouvernements d'axer les pratiques pédagogiques sur des données probantes. C'est maintenant un concept qui est présent dans les demandes subventionnaires, par exemple. On demande d'évaluer l'implantation des pratiques pédagogiques qu'on met en place pour voir leur efficacité, finalement. Parce que si on ne sait pas si, finalement, ça a été implanté correctement selon le modèle théorique, on ne peut pas vraiment savoir si les résultats qu'on observe sont dus, en fait, à une mauvaise implantation, finalement, parce que s'il y a des résultats moins convaincants, est-ce que c'est de la faute au modèle théorique? Et puis, si on a des résultats positifs, on ne peut pas non plus savoir si les résultats positifs découlent réellement des composantes du curriculum ou de la pratique qu'on veut observer. Donc, il y a plusieurs auteurs dans les dernières années qui ont essayé d'opérationnaliser le concept de fidélité de l'implantation. Ça avait beaucoup de propositions disparates. Et là, il y a une équipe de chercheurs de l'Université de Chicago qui s'est donné comme objectif de créer une opérationnalisation conceptuelle qui pourrait être utilisée dans différents domaines, dont l'éducation. Et là, je ne peux pas passer à travers tout ça, vous me poserez des questions si vous en avez, mais il y a des volets sur les composantes structurelles dont l'AMI a parlé, donc procédurales et éducatives, qui sont plutôt ce que les enseignants devraient savoir. Et un volet qui est dit interactionnel, qui est lié au processus, qui serait beaucoup plus dans ce qui se passe effectivement dans les classes, soit au niveau de l'expérience d'apprentissage qui concerne plutôt les enseignants et les élèves, ou au niveau de l'école, où là on peut intégrer les directeurs, les parents, les intervenants. Puis ça peut être modulé selon les niveaux scolaires et les âges, donc selon les cycles par exemple. Et ça sert, quand on fait des études comparatives, à voir ce qui est commun aux groupes expérimentaux et témoins, et ce qui est unique aux groupes expérimentaux, et ce qui est unique aux groupes témoins, c'est-à-dire qu'il y a des composantes qui pourraient être présentes dans les groupes témoins,
puis il faut le savoir. Finalement, ce qui est des aspects de la pédagogie Montessori, le multi-âge, par exemple, qui serait dans une classe dite conventionnelle. Voilà. Donc, tout ça sert notamment à faire un modèle logique. Donc, un modèle logique, c'est plus lié à l'axiologie, si on veut, à savoir quels sont les objectifs que se donne ce curriculum-là. Donc, pour la pédagogie Montessori, les objectifs pourraient être différents que les objectifs qu'un État se donne, par exemple. Donc, ce qu'on va aller évaluer en termes d'efficacité par la suite pourrait être différent que ce qui est l'efficacité conventionnelle. Donc, les composantes structurelles, desquelles découlent les composantes interactionnelles, ce qui a vraiment lieu en classe, bien, de ça sont supposés donner des objectifs à court terme qui sont supposés contribuer à des objectifs à long terme et aux grandes finalités d'un curriculum. Donc, tout ça, on doit savoir à l'avance, finalement, qu'est-ce qu'on vise à faire avec ce curriculum-là. Ça fait partie de la première étape. Et il y a aussi les facteurs modérateurs. Donc, dans les études, dans les demandes de subvention des organismes subventionnaires, maintenant, ils demandent beaucoup, c'est bien beau les composantes essentielles, puis leur implantation, mais il y a des facteurs qui peuvent venir modérer la qualité de l'implantation, qui peuvent l'affecter positivement ou négativement. Puis, la même équipe de chercheurs de l'Université de Chicago a fait une recension de 600 textes pour voir c'est quoi les facteurs principaux qui affectent l'implantation des curriculums. Puis, ils ont regroupé en 5 grandes catégories. Là, je vais prendre mon souffle, je sais c'est partie de moi les présentations. Alors, les caractéristiques du curriculum, donc sa complexité, sa portée, c'est les éléments qu'il faut observer, les caractéristiques des acteurs impliqués. Alors, est-ce que leur motivation est intrinsèque ou extrinsèque? Quelle est leur compréhension du curriculum qui est appliqué? Les caractéristiques de l'organisation de la classe et de l'école. Donc, est-ce que c'est quoi le locus décisionnel dans l'école? C'est quoi la cohérence organisationnelle, le passage d'informations? C'est quoi les éléments extérieurs à l'organisation, donc communauté, commission scolaire, province, pays? Donc c'est quoi le contexte politique? C'est quoi les opportunités d'apprentissage autour de l'école? Et les réseaux en place, donc qui correspondent un peu aux acteurs impliqués et aux caractéristiques de l'organisation. Le REPAC en serait un exemple. Donc c'est quoi les réseaux qui permettent aux différentes organisations de collaborer entre elles? Alors, pour évaluer la fidélité de l'implantation et des facteurs, il y a différentes étapes. Ma thèse porte sur la première et un peu la deuxième peut-être, en orange. Donc, composantes essentielles du curriculum théorique, modèle logique, facteurs modérateurs, pour en venir à développer des instruments d'évaluation qui seraient par la suite validés, qui permettraient de collecter les données dans les milieux, puis d'analyser ces données-là. Alors, rapidement, un curriculum, c'est un ensemble d'éléments à visée éducative qui, articulés entre eux, permettent l'orientation et l'opérationnalisation d'un système éducatif à travers des plans d'action pédagogiques et administratifs. Les principales composantes sont celles-ci. Donc, objectifs, public, visée, conception de l'apprentissage, contenu, donc savoir, compétences, attitudes, valeurs, rôle du personnel scolaire, matériel didactique, planification des activités, modalités d'évaluation ainsi que structuration temporelle du parcours scolaire. Et selon moi, tout cela est présent dans l'approche pédagogique Montessori qui peut commencer à 6 mois et aller jusqu'à la fin du secondaire. Donc, c'est pour ça que je considère finalement Montessori comme un curriculum. Surprise! Alors, il y a 2 semaines, dans le Journal of Montessori Research, il y a 4 articles qui sont publiés qui sont les suivants. Authentic Montessori, de Dorotha View at the End of Her Life. Même chose le deuxième, de Lillard, qui est une des plus grandes chercheuses. Designing a Logic Model to Inform Montessori Research. Ah ben. Et puis Developing Instrument to Measure Montessori Instructional Practices. Donc en gros, le 2 semaines, ce que je pensais faire dans ma thèse, a vraiment été fait par ces chercheurs-là. Ce qui me dit que je n'étais pas dans la mauvaise piste. Alors, j'étais dans la bonne voie, mais là, j'ai eu un choc. Et là, j'ai paniqué. Et là, je me suis tournée vers Christine qui m'a dit « C'est pas grave, en sciences, on veut construire sur ce que les autres font. Donc, toi, tu ne feras pas comme eux. » Parce que comment elle a fait les Authentic Montessori, tout ça, là, elle a pris les ouvrages fondateurs de Maria Montessori et la transcription de ses discours pour voir justement quelles sont les composantes essentielles de tout ça. Puis, elle a pris ce qui était à la fin de sa vie quand il y avait des contradictions. Puis, designing un modèle, enfin, je vais vous montrer avec les diapos, ça va aller mieux. Donc, elle est arrivée à la trilogie, ou la trinité, en tout cas, Montessori, qui est l'enfant, l'enseignant, l'environnement, qui se décline en éléments spatio, temporels et sociaux.
Je ne peux pas vous les décrire tous maintenant, mais elle va plus loin que les éléments structurels. Elle rentre vraiment dans les processus, quand même, avec ce qu'elle décrit dans ses articles. Ensuite, ils ont fait un gigantesque modèle logique dans lequel il y a des éléments qui sont à travers les âges, des éléments pour les tout petits, le préscolaire, le primaire et le secondaire. Ça, c'est 40 chercheurs qui font ça depuis 2015. Moi, je voulais faire ça toute seule. Je me suis fait mieux que moi. Puis, ils ont fait des questionnaires pour les enseignants et du niveau préscolaire et primaire. Il y a un échantillon qui aurait fait une première étape de validation. Donc, face à tout ça, qui est arrivé il y a 2 semaines, fait que je ne suis pas moi-même retombée sur mes pieds de tout ça vraiment, mais ma méthodologie à ce jour, c'est d'identifier et de définir les composantes essentielles du volet primaire 6 à 12 ans du curriculum Montessori à travers la formation initiale francophone offerte par un centre certifié. Donc, je suis inscrite déjà. Je commence le 21 octobre prochain ma formation sur 2 ans au centre de formation Montessori francophonie qui est situé à Archamps, à la frontière de Genève. Et j'ose croire que plusieurs années après la mort de Maria Montessori, plusieurs décennies, l'AMI a évolué un peu parce que Maria, si elle était encore vivante, elle aurait évolué elle aussi. Donc, j'ose croire qu'il y aura des choses complémentaires et différentes aux 2 articles, aux 30 pages qui ont été publiés il y a 2 semaines. Réviser le modèle logique du volet primaire. Alors, moi, je vais rezoomer sur le primaire et voir si moi, je peux ajouter des choses finalement à leur conceptualisation. Identifier les facteurs modérateurs, ils ne l'ont pas fait. Alors, ça sera peut-être mon petit bout de contribution, notamment par un questionnaire aux formateurs de l'AMI. Puis, je vais procéder à la vérification de ces composantes essentielles du modèle logique révisé et des facteurs modérateurs par un groupe de discussion ou 2 avec les formateurs de l'AMI, en fait, pour valider tout ça. Donc, conclusion. Présentement, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que Maria Montessori a commencé son travail en milieu très défavorisé à Rome, dans l'équivalent de HLM ici, là, des milieux expérimentaux, dans des milieux très défavorisés. Et aujourd'hui, au Québec, ça coûte entre 3 000 et 8 500 $ par année pour envoyer son enfant dans une école Montessori. Et la formation que je vais suivre, elle coûte 10 500 €. Donc, c'est pas particulièrement accessible en ce moment. Et moi, je me dis qu'avec ma thèse, j'aimerais, via la littérature scientifique, finalement rendre plus accessible cette pédagogie-là en profondeur pour les enseignants qui voudraient se former de façon plus consciencieuse et peut-être justement participer à des formations continues et initiales au Québec, parce qu'en ce moment, c'est seulement en France qu'ils donnent des formations de l'AMI en français. Voilà.